C'est très compliqué d'apprendre à quelqu'un qui comprend pas ce que c'est un investissement, ce qu'est un investissement. En fait, donc de dire qu'il faut d'abord investir quelque chose pour qu'il revienne quelque chose. Et j'ai pris littéralement une journée de tournage pour une vidéo qui dure littéralement, je pense, 10 secondes. Parce que je voulais que tout soit parfait. Au final, c'est vraiment la pire vidéo du monde. En fait, on va souvent chercher la perfection au début, alors que les gens, ce qu'ils aiment, c'est pas du tout la perfection, c'est l'authenticité. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but now wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More for the doers by doers. Unstoppable with shine. On va pouvoir débuter. Du coup, la thématique d'aujourd'hui, c'est la création de contenu en e-commerce à l'ère de l'IA. On a des cracks, comme j'aime le dire, on me fait souvent le reproche, je dis arrête de dire crack, on ne comprend pas ce que c'est. Des cracks, c'est des gens qui sont incroyables dans leur domaine. Et du coup, on va commencer très rapidement par un mini tour de table. Vu que de base c'est une table ronde, faites comme s'il y avait la table, on a mis les chaises comme si c'était le cas. Et on va commencer par toi, Céline. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais? Bonjour à tous, moi c'est Céline, j'ai 23 ans et je suis la fondatrice de Rebel Snacks. Donc c'est des bonbons qui sont sans sucre, vegan, faibles en calories et aussi protéinés. Et du coup, je suis ici parce que j'ai réussi à me créer une communauté sur les réseaux sociaux. Rebel Snacks est présent sur TikTok, Instagram et LinkedIn. Et personnellement aussi, je suis présente sur Instagram et TikTok. Donc voilà, on va parler de ça. En plus, avec une belle communauté, tu as réussi à réunir pas mal de monde, donc très très stylé. Très très fière. David, est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur qui tu es? Oui, rebonjour à tous. Je m'appelle David, j'ai 29 ans. Et je suis cofondateur et co-CEO de We The New. C'est la plateforme qui permet à tous les amateurs, les curieux et les passionnés de sneakers d'acheter et vendre leurs sneakers préférés, leurs produits limités en toute sécurité. Et je suis ici probablement parce que quand on a créé We The New, on n'a pas pensé uniquement à la plateforme, mais on a pensé aussi à la marque et à la communauté. Et du coup, en un peu plus de 5 ans maintenant, on réunit plus d'1 million de personnes sur Instagram, plus de 500 000 sur TikTok. On a la plus grande communauté d'Europe qui est fan ou qui a une affinité avec les sneakers. Et voilà, je suis très content d'être là. Merci beaucoup Merci à toi d'avoir répondu. Théo. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus déjà. Donc moi je m'appelle Théo et la raison pour laquelle je suis là c'est parce que j'ai monté une agence qui s'appelle Kudak dont la spécialité c'est d'accompagner des e-commerçants. Donc moi j'ai créé du contenu à 2 égards, pour mes clients d'abord, donc via notre studio qui s'appelle Le Labo et qui a produit un peu plus que, maintenant c'est 5000 créas je crois, donc dans tous les formats UGC, vidéo, statique, etc. Donc on a quand même quelques learnings là-dessus. Et je crée aussi du contenu à titre personnel. Et ça m'apprend parfois 2-3 petits trucs sur quel contenu produire pour mes clients. Donc j'en produis sur YouTube, TikTok, Instagram, partout où on peut en faire, podcast, etc. Voilà, je suis très content d'être avec vous. Eh bien bonsoir, je m'appelle Chanty, c'est mon vrai prénom. Et j'ai monté une boîte qui fait des biscuits personnalisés, donc c'est des biscuits comme ça sur lesquels on peut graver le message de votre choix. Voilà, comme ça vous pouvez voir en vrai. C'est improvisé. Protégez-vous, il y a des choses qui... Fais gaffe, on n'est pas assuré. Hein. Et donc l'idée c'est que vous commandez en ligne, ensuite on vous fabrique les biscuits nous-mêmes dans notre atelier et on vous livre. La boîte a 10 ans et au-delà de faire des biscuits, la particularité de Chanty Biscuits c'est qu'on a une marque très forte, notamment sur Insta, depuis 10 ans, voilà, avec une identité très décalée, on parle dans tous les sens et on a, je pense on peut dire, révolutionné le biscuit, même la food même de manière générale dans la com, quoi. Très cool, merci pour vos présentations. On va commencer par une question toute simple, c'est pourquoi est-ce qu'on commence à créer du contenu en tant qu'e-commerçant? Pourquoi, toi Chanty, on va commencer par toi, tu as le micro, tu étais on fire. Pourquoi est-ce que tu as décidé de commencer à créer du contenu pour Chanty Biscuits? Alors moi j'ai démarré en 2013, donc avant toute l'ère des podcasts et de l'entrepreneuriat démocratisé, on va dire. Et quand j'ai démarré, je ne savais pas comment me faire connaître, parce que j'avais que le bac et je faisais les biscuits dans ma cuisine au rouleau à pâtisserie. Et je me suis dit, comment montrer ce que je fais et me faire connaître? Tout simplement, j'ouvre une page Facebook et Insta, et j'ai démarré en postant juste pour faire connaître sans avoir une vraie stratégie d'acquisition ni une stratégie très claire de contenu. Et en fait, ça a pris petit à petit, c'est en faisant que l'identité est venue et qu'on a créé la communauté. Et en fait, je me disais, je veux que les gens viennent s'amuser avec nous plutôt que viennent acheter quelque chose. Et c'était, je suis la bonne copine, on fait des jeux, on fait des blagues. Et je veux que tu nous aimes pour que tu penses à nous quand tu as un cadeau à faire. Donc c'était, pour préciser un peu ça, c'était une communication qui était très accentuée dès le départ sur toi en tant qu'entrepreneuse. Oui, même aujourd'hui, c'est toujours moi qui gère le compte Insta Chanty Biscuits. Et justement, parce que ça crée une proximité avec les gens savent qu'ils me parlent, je parle à jeu. C'est très spontané, c'est très fun, ça part un peu dans tous les sens parce que
on peut écrire n'importe quel message sur les biscuits, donc on peut parler de tous les thèmes. Pendant très longtemps, enfin jusqu'à entre 2013 et 2018, pendant 5 ans, on a fait que de l'organique. On n'a jamais eu à dépenser 1 euro pour avoir des clients. Bon, après, on a aussi le fait que quand les gens commandent les biscuits, les offrent, donc tu as toujours quelqu'un qui va découvrir. Mais on a eu une énorme traction sur Insta ces années-là, quoi. Ça continue, mais moins. Mais... Ça me rappelle quelqu'un qui fait pas mal de marques personnelles, de personal branding. Je crois que tout le monde là autour. Ouais, on est dans le a quelques personnes qu'on font ici. Théo, tu veux peut-être dire un mot dessus parce que je crois que ça a été une de tes grosses stratégies aussi au démarrage de Kudak. Ouais, ça l'a été beaucoup. Alors moi, c'est un peu le méta du sujet, c'est-à-dire que j'ai fait du contenu pour parler aux e-commerçants et pour leur vendre du contenu à eux. Donc j'ai dû me poser pas mal de questions. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la création de contenu, c'est que c'est en fait une compétence qui se réutilise sur pas mal d'aspects stratégiques pour construire un e-commerce. Le premier, le plus évident souvent, c'est sur la partie publicitaire, où tu as des contraintes de construire une publicité qui sont quand même assez spécifiques. Avec, il faut que tu aies des créas souvent qui arrêtent l'attention des gens, qui ensuite la gardent, et puis qui derrière génèrent un clic vers un site internet qui idéalement est un clic qui va convertir. Donc ça donne pas mal de complexité à faire, à prendre, à garder en tête quand tu produis un contenu publicitaire. C'est la première chose. Et quand tu sais produire du contenu, ensuite derrière tu peux te servir de tout ce contenu publicitaire, donc ce trafic que tu vas acheter, pour aller construire des assets un peu plus organiques à ta boîte. Donc c'est ce qu'a construit par exemple Chantier, qui sont du contenu que tu vas pouvoir poster sur tes réseaux et qui vont constituer un peu ton actif de marque, et qui va être ce qui va rester quand tu vas arrêter les pubs. Et normalement, s'il reste rien, il faut qu'il reste quelque chose quand tu arrêtes les pubs, sinon c'est que tu n'as pas construit de marque. Et donc c'est les deux principales utilités que j'en vois. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un truc qui est quand même très à la mode aujourd'hui, c'est un autre facteur, un truc qui est cool avec la création de contenu particulièrement personnel, c'est que c'est quand même un gros aspect de différenciation quand tu es prêt à engager ton nom, simplement, ta réputation, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les gens qui partagent du contenu à leur nom, si leur marque se pète la gueule, et ils ont des conséquences personnelles aussi derrière. Donc forcément, c'est normal qu'ils récoltent un peu plus de fruits que les autres de cet effort-là. C'est pour ça que ça marche bien. Et donc moi, j'aime beaucoup toutes les dynamiques de marque personnelle. Et je respecte beaucoup tous les fondateurs d'ailleurs qui engagent la leur pour monter leur marque. Et c'est pour ça que j'essaie de le faire et je vois à quel point c'est dur. Donc voilà, 3 points. Je rebondis sur ce qu'a dit Théo. Toi, Céline, par exemple, ça fait, tu as même documenté le avant le lancement de Rebel Snack. Ça a été quoi justement qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? En fait, déjà, les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit et on peut faire des vues et être vu par des millions de personnes très rapidement, surtout avec l'arrivée par exemple de TikTok, etc. Et nous, ça fait moins d'1 an qu'on a vraiment lancé l'activité. On n'a pas levé de fonds, donc forcément, le moindre centime est important pour nous. On ne peut pas se permettre de prendre énormément de risques, comme d'autres entreprises qui peuvent lever des fonds et donc prendre plus de risques et un peu tester partout et mettre leur argent pour tester un peu tout. Donc nous, on est allé à l'essentiel en se disant, créer du contenu, c'est gratuit. Aujourd'hui, juste avec un téléphone, on peut faire énormément de choses. Et donc, moi, je suis partie de ce principe-là. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de... parce qu'à côté de ça, je suis très sportive et je fais attention à mon alimentation. J'avais envie de documenter ma vie par rapport à ça, de pouvoir montrer comment ma vie est en général. Et donc, j'ai commencé à documenter moi ma propre vie. Et ensuite, quand j'ai eu l'idée de Rebelle, en fait, ça a été directement un petit déclic en me disant, en fait, il faut que je documente tout de suite ce que je suis en train de faire. J'étais pas sûre d'arriver à faire ces bonbons-là. Et je me suis dit, si un jour j'y arrive, ce serait juste fou de montrer le avant et où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui montrent juste où ils en sont aujourd'hui. Ils vont montrer juste le point final et on voit pas en fait tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, montrer la réalité et être le plus naturel possible et montrer vraiment que on a galéré à en arriver là, juste à faire un bonbon. Pourtant, on a l'impression que c'est super facile, non. Et en fait, tu fais rentrer les gens dans ton histoire et en fait, ça permet d'avoir énormément d'engagement et que les gens s'attachent entre guillemets à ton projet que si j'étais juste arrivée et je disais je vends des bonbons, tu vois. Donc voilà. Et c'est gratuit encore une fois. Oui, je voulais donner un autre conseil sur les marques personnelles. C'était très intéressant ce que tu disais. Ce qui marche très bien dans les marques personnelles, et c'est la vraie d'ailleurs définition du Bill in Public. Bill in Public, c'est pas faire un post après la bataille en mode j'ai fait ça, regardez, j'ai fait une erreur dans le passé. C'est prendre des engagements publics sur des trucs. Donc ça, en fait, comme c'est très risqué, quand ça marche souvent c'est ça effet x10 quoi. Et quand ça marche pas, ça crée de la sympathie et les gens vous respectent dans tous les cas où vous êtes engagé. La première personne à laquelle je pense quand je pense à ça, c'est Cédric Doumbé. Je sais pas si vous connaissez. Je le trouve génial là-dessus parce qu'avec son je vous avais dit quoi, c'est la définition parfaite de ça. En fait, il s'engage, voilà. Bref. Donc du coup, c'est vraiment le mec qui l'a trop bien fait. Et en fait, il récolte. C'est pour ça qu'il est aussi populaire aujourd'hui, c'est parce qu'il récolte les fruits de tout ce qu'il a fait. Bon, après, lui, je suis pas sûr qu'avec ce qu'ils disent, s'il y a un échec, ça marche aussi bien. Je demande à voir. Mais en tout cas, engagez-vous sur des trucs. Faut avoir un peu de courage, en fait, simplement pour le faire. Donc, et il faut que ça reste vrai aussi. Parce que le contenu, pour faire du contenu, c'est là où ça sonne faux. Ouais. Surtout qu'encore une fois, quand c'est relié à toi, du coup les travers dessus peuvent être encore plus durs. David, toi, vous avez commencé à créer du contenu
dès le démarrage de We The New. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous l'avez fait? Quel était l'impact un petit peu aussi dessus? Ouais, la première raison probablement pour laquelle on a créé beaucoup de contenu sur We The New, c'est que il y en a deux. La première, c'est qu'à l'époque, quand on voulait acheter une paire de baskets en édition limitée sur Internet, globalement, on allait en France en tout cas, on allait sur Le Bon Coin, on cherchait dans probablement des centaines d'annonces, on parlait à des dizaines de vendeurs et ensuite on finissait par voir quelqu'un quelque part sur Paris, lui donner du cash et repartir avec sa paire sans vraiment savoir si elle était authentique ou non. Donc ce qu'on faisait, personne ne l'avait vraiment fait en France jusqu'à nous. Donc il y avait tout un travail entre grandes guillemets d'éducation où on devait dire ok, le produit que vous allez acheter il est authentique, le produit que vous allez acheter il coûte peut-être plus cher qu'en boutique mais parce qu'il est plus disponible en boutique. Et en fait la première chose qu'on a commencé à faire, et on n'était ni tech, on n'était pas tech ni Mike ni moi, donc on a créé sur Shopify, c'était écrire en fait tout ce contenu là, c'était écrire tout le processus genre transactionnel d'une commande. Vous allez commander un produit qui n'est pas encore entre nos mains, on a des vendeurs qui vont nous le vendre, on va trouver le produit, on va l'acheminer chez nous, on va l'authentifier avec nos mains et ensuite on va vous l'envoyer. Donc il fallait déjà expliquer tout ça. Et ensuite la deuxième raison, c'est qu'on avait un produit, on allait vendre des produits qui étaient extrêmement esthétiques, dont on était complètement fan depuis des années et sur lesquels on salivait en fait depuis qu'on avait 9 et 10 ans quoi. Et on adorait ça. Moi j'avais jamais eu autant de paires de baskets chez moi qu'au moment où on a créé We The New quoi. C'est parti de juste ma collection perso à toutes les paires qu'on recevait tous les jours qui nous faisaient rêver complètement et qu'on pouvait même pas porter à l'époque parce que c'était avec nos prêts étudiants qu'on a financé la boîte, donc chaque euro comptait. Et ce qu'on a fait, c'était on n'avait même pas encore véritablement le processus pour créer ce contenu-là, pour aller prendre les photos des sneakers qu'on vendait. Mais on a choisi de curate versus create quoi. En fait, on allait sélectionner les plus belles photos de sneakers qu'on voyait sur Instagram. On créditait les auteurs et on repostait les photos parce que c'était des produits qu'on avait la chance de vendre sur le site. Et donc on disait ok, regardez cette super belle photo de la Jordan 1, venez l'acheter, elle est disponible sur We The New. C'est pour ça qu'on a commencé à créer une communauté et je pense que l'engagement peut-être qui nous a fait exploser, qu'on a pris depuis le début, c'était qu'on allait répondre à tous les commentaires, à tous les DM. Aucune question n'allait être bête et en gros chaque personne qui allait venir voir We The New pour demander une information ou demander un produit allait recevoir une réponse. Et je pense que c'est comme ça qu'on a créé une communauté qui est encore super engagée maintenant aujourd'hui. Il y a une question qui me vient, c'est aujourd'hui quand on demande à des e-commerçants et qu'on dit à des e-commerçants de se lancer et de créer du contenu, généralement ils sortent toujours les excuses. J'ai pas le temps, je sais pas si ça va fonctionner, combien de temps ça me prend, est-ce que mon contenu il va vraiment faire des vues ou est-ce qu'il va flopper. Toi Théo, par exemple, qu'est-ce que tu peux dire à des créateurs, à des e-commerçants qui se lancent sur le début de leur e-commerce, qui se disent ok, moi je vais pas créer de contenu organique, je vais plutôt aller directement sur du par exemple sur du paid. T'en as beaucoup qui disent je vais commencer par du paid. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller toi à ces e-commerçants? J'ai deux points. La première chose, c'est que je pense que c'est très compliqué d'apprendre à quelqu'un qui comprend pas ce que c'est un investissement, ce qu'est un investissement. En fait, donc de dire qu'il faut investir quelque chose pour qu'il revienne quelque chose. Et donc je me fatigue pas en fait à l'expliquer à des gens qui ne le comprennent pas. Et la seconde chose, c'est de trouver des métaphores. Donc il y a un truc qui marche très bien, c'est l'immobilier, tu vois. C'est comme tu vois, tu dois t'endetter, et en fait tu dois prendre de l'argent, tu dois foutre dans un bien, et ensuite ça va te payer des dividendes tous les mois. Et en fait avec l'argent du premier bien, tu vas pouvoir aller très endetté, et à la fin, et en fait tu regardes dans 15 ans, et après tu vas devenir très très riche. Tu vois, les millionnaires ne se font pas en une journée, parce qu'en fait les gens qui veulent pas investir dans la création de contenu, c'est comme les gens qui veulent pas investir dans le SEO, c'est les gens qui veulent pas créer d'actifs de boîte. Donc à la fin en fait ils se posent pas là-dessus, leur boîte elle vaut rien en fait, c'est tout court, tu vois. Et c'est un mec qui fait de l'az qui te dit ça. Donc moi mon but c'est d'alimenter une machine organique qui est bien réglée. Donc j'essaie de leur expliquer comme ça, mais globalement, après ça c'est un truc d'agence, c'est que mon travail c'est pas d'expliquer aux gens qu'ils ont besoin d'une agence, c'est de prendre les gens qui cherchent une agence et de leur expliquer que je suis la bonne agence. Pareil avec le contenu. Ça te prend parce que justement. Attends, je peux dire. Après, j'allais dire aussi, ça dépend si tu veux faire un business pour vendre ou pour créer une vraie marque avec un vrai esprit, une vraie image, etc. Sans contenu, tu peux pas montrer qui tu es, quoi. L'une des choses que veulent faire, et je pense, les e-commerçants, c'est justement créer cette marque. Se dire, ok, moi je vais créer un business qui va potentiellement me durer sur le long terme. Et la plus grande excuse, c'est j'ai pas le temps de créer du contenu. Céline, par exemple, aujourd'hui, ça te prend à quel point le contenu te prend du temps sur ton business et justement est-ce que le temps que tu investis t'apporte plus que ce que tu mets? Alors déjà, je vais peut-être revenir à la première vidéo que j'ai faite. C'était sur mon compte perso et j'ai pris littéralement une journée de tournage pour une vidéo qui dure littéralement, je pense, 10 secondes parce que je voulais que tout soit parfait. Au final, c'est vraiment la pire vidéo du monde. Je l'ai toujours d'ailleurs sur mon compte. Mais en fait, on va souvent chercher la perfection au début alors que les gens, ce qu'ils aiment, c'est pas du tout la perfection, c'est l'authenticité. Et forcément, je vous le dis direct, les premières vidéos que vous allez faire, elles vont être nulles. Hein. Mais c'est comme tout. En fait, il faut apprendre, regarder ce que les autres font, s'inspirer, échouer, se relever, reposter, jusqu'à qu'il y ait une vidéo qui fonctionne. Et en fait, c'est comme tout.
Il faut vraiment tester, échouer, et ensuite il y a forcément un truc qui va marcher, et on reprend ce contenu qui a marché, on essaye de le réadapter et de voir les interactions qu'on a eues. Par exemple, moi j'avais des micro-trottoirs au début, ça nous faisait énormément de vues, on regardait les commentaires, ça convertissait pas assez, et au final on voyait que les gens n'étaient pas intéressés par les bonbons mais par le micro-trottoir. Hop, on a adapté, on a refait autre chose, et en fait c'est que ça, c'est que des échecs qui vont au final, parce que tu te relèves, finir par fonctionner. Et donc c'était quoi ta question déjà? C'est combien de temps ça te prend aujourd'hui? Et déjà, Ah oui, combien de temps ça me combien de prend? personnes Ok. qui bossent sur ton contenu et combien de temps ça te prend? Alors aujourd'hui, on a juste un monteur vidéo, et combien de temps ça me prend? Ça me prend vraiment 60% de mon temps en général, parce que je suis vraiment à fond dessus, et comme j'ai dit, l'organique c'est 100% de nos revenus, quoi. Donc on n'a pas le choix. Et en plus, c'est un peu un cas particulier parce que toi, tu avais une communauté avant et tu as continué, voire même augmenté sûrement à partir du moment où tu avais lancé Rebelle et décidé de lancer Rebelle, quoi. C'est ça. En fait, déjà sur LinkedIn, les gens, je pense, qui me suivent, c'est vraiment juste pour Rebelle, entre guillemets, parce que je dis juste que je suis la fondatrice de Rebelle et je parle que de Rebelle. Donc déjà, il y a une grosse communauté sur ça. Et aujourd'hui, sur TikTok, par exemple, Rebelle a plus d'abonnés que moi. Après, sur Instagram, non. Mais le but, c'est vraiment que Rebelle soit bien au-dessus de moi, et que limite, on oublie un petit peu Céline par la suite. Mais je trouve ça quand même toujours intéressant qu'au début, la personne qui va acheter ton produit, elle voit qu'il y a quand même un visage derrière, elle voit qu'il y a du travail derrière, elle voit elle voit un petit peu la vie de la personne en général. Bon, elle connaît pas forcément tout, mais juste elle voit qui est derrière, et en fait ça lui donne beaucoup plus confiance que juste une marque qui arrive comme ça, on sait pas qui est derrière, elle est pas connue, elle a pas d'abonnés, et de donner son argent comme ça, c'est assez compliqué. Donc c'est important quand même, je trouve, de mettre, bon, tu l'as pas fait, enfin vous l'avez pas fait, ça dépend des marques, c'est sûr, mais je trouve ça intéressant toujours de mettre un visage derrière un travail, quoi. C'est quoi tes deux plus grandes plateformes sur lesquelles tu mets beaucoup d'énergie? Alors on en a 3 du coup, LinkedIn, Insta, TikTok. LinkedIn en premier? TikTok aujourd'hui me prend plus de temps. LinkedIn, Insta un peu pareil. Okay. Mais TikTok me prend le plus de temps parce qu'il y a une viralité énorme. En fait, il y a une vidéo qui avait fait plus d'1 million de vues, et en fait, dès le lendemain, pendant 1 mois, on nous reconnaissait tous les jours. Et on s'est dit, mais c'est un truc de dingue. Je sors dans la rue, on me reconnaît par rapport à un TikTok qui a fait 1 million de vues. Et il y a des TikTok qui font 10 millions de vues. Donc on s'est dit, ok, on va prendre ça et on va essayer de faire 10 fois plus. Donc c'est en cours. Je peux poser une question? Tu peux y aller, sans me demander des Les ventes. Ah oui, donc du coup, je voulais te demander, comment tu mesures en fait les résultats qu'apporte ta création de contenu? Est-ce que tu arrives à le mesurer par channel, ou tu vois ça comme un monolithe surtout? Alors, il y a plusieurs facteurs. Donc déjà, quand on voit qu'il y a une vidéo qui explose, en général, les ventes explosent aussi, donc on sait que c'est forcément lié. Par exemple, sur TikTok, notre panier moyen, il baisse parce que c'est des gens qui sont plus jeunes, ils veulent juste découvrir le produit, donc notre panier moyen, il baisse, et on sait que c'est du coup lié à ça. Deuxièmement, donc les vues, les commentaires, etc. Et surtout, on pose une question à la fin de l'achat, de où tu nous as découvert, et donc on met vraiment chaque canal, et voilà. Et tu arrives à faire un taux de conversion sur une vidéo qui fait 1 million de vues par exemple? T'as combien de personnes qui achètent derrière sur un pic de vente comme ça, sans dire le montant, le nombre de clients? Ouais, je dirais je me demande si mon associé 1 million. Non, pas 1 million, mais on va dire qu'il y a un taux de conversion de 3-5%. 3-5% sur 1 million? Ouais. C'est monstre. Il va lancer son e-commerce. C'est monstre. Non mais parce que, d'accord. Ah, c'est monstre. Ouais. Attends, parce que si chez Bonmat ça fait 30 000, 50 000 clients? Il va vite, Théo, ça. C'est pas possible. Mais non, mais c'est indécent. Je avec n'y crois pas. C'est beaucoup quand même, non? C'est beaucoup. T'as ça toi? Est-ce que t'as ça? Mais c'est une vidéo, hein. C'est pas toutes les En vidéos. nombre de Ouais, biscuits ouais, ou en ouais, nombre de c'est commandes? En fait, on racontait vraiment du storytelling, et donc Ouais, les gens, en fait, ils voulaient soutenir à fond, et donc chaque personne, il y avait énormément Je de pense que personnes qui c'est voulaient vachement soutenir. lié à cette vidéo. Oui, c'est cette Tu peux vidéo, avoir une c'est vidéo, pas pas du tout toutes Peu les importe vidéos. la vidéo, c'est impressionnant. Ouais, Ouais. Avant de revenir à cette stade de fou là, moi j'ai aussi un truc qui m'a interpellé, c'est les 60% de ton temps qui sont encore dédiés à la création de contenu. Je trouve ça ultra impressionnant. Je sais que c'est un peu pareil pour certains ici. Est-ce que tu pourrais quantifier ou pourrais quantifier, Chanty? C'est dur, maintenant je passe moins de temps, mais il y avait un moment, la moitié de ma journée, alors, j'exagère, mais un peu tous les jours quand même, ouais. Vous êtes combien dans la team à gérer le contenu de Chanty Biscuit? Bah que moi. Donc, et maintenant, ça prend combien de temps si tu devais l'estimer sur une semaine? Bah, on en fait moins, en fait ça dépend, je suis pas à fond sur tous les réseaux en même temps. Il y avait une période où je postais tous les jours sur Insta, un petit peu sur LinkedIn, etc. Maintenant ça dépend, je fais selon ma vibe, mais beaucoup moins qu'avant, ouais. Je saurais pas estimer. Et c'est quoi tes 2 plateformes sur lesquelles tu vas le plus, sur lesquelles tu bombardes Insta, le plus? LinkedIn. Ouais. Ok, cool. T'es plus à la one again entre guillemets, tu te mets moins de créneaux où tu te dis je sais que je suis pas Toujours.
En fait, je savais que je devais poster, je le fais moins maintenant, tous les jours sur Insta. Donc je préparais mon post et après story improvisé depuis le début. Ouais, c'est ce qui a fait l'ADN de la marque aussi, c'était full impro. Et toi, David, aujourd'hui, vous êtes combien dans la team With The New? Parce qu'il y a énormément de comptes With The New. Donc, il y a combien de personnes dans la team? Et c'est combien de temps ça leur prend et combien toi t'investis là-dedans? Ouais, on est un peu plus de 120 personnes dans l'équipe au total. Et on a une équipe brand content qui gère tous nos réseaux et une équipe brand design qui gère la création de tout notre contenu. Donc on a du graphisme, de l'édito, de la photo, de la vidéo et même l'équipe qui gère la création de la marque de SAP et dedans, parce que c'est du contenu, c'est des produits aussi. Peut-être pour répondre ou pour ajouter un peu de valeur sur ça, parce que j'ai une stratégie qui était un petit peu différente de celle autour de la table, aussi parce que With The New c'était pas incarné par ni Mike, mon cofondateur, ni moi. On a compris assez vite qu'on n'était pas les meilleurs pour créer du contenu, donc on allait sélectionner des photos, mais généralement on les repostait pas bien, ou alors nos captions n'étaient pas ouf, etc. Et donc le premier recrutement, par contre, on était convaincus de l'importance que ça avait et vraiment de l'aspect stratégique que ça allait avoir sur la croissance de la boîte et sur notre capacité à réussir ou non à réunir une communauté et même à vendre des sneakers. Donc la première personne qu'on a recrutée ever, c'était une personne en freelance qui est maintenant Head of Brand Content chez nous, qui s'appelle Louise, et qui était CM pour nous, donc qui allait sélectionner toutes les photos, enfin faire ce process dont je vous parlais tout à l'heure, sélectionner les plus belles photos, les reposter, interagir avec notre communauté. Je répondais à la moitié des messages, elle répondait à l'autre moitié, mais en gros on a assez rapidement délégué ce truc-là parce qu'on s'est rendu compte que en fait pour faire du contenu esthétique, généralement on n'est pas des spécialistes et en effet, même si l'authenticité est probablement le facteur le plus important, mais dans le business dans lequel on était et on est encore, l'aspect esthétique est extrêmement important. On vend des produits, on vend de l'aspirationnel, on vend des trucs que les gens veulent porter et avec lesquels ils veulent créer des tenues derrière. Donc le plus important pour nous, c'était de trouver quelqu'un qui allait le faire mieux que nous. Et donc par exemple, pour la question de tout à l'heure, combien de temps on passe, que ce soit Mike, moi ou une grosse partie de l'équipe à faire du contenu, 0. Cependant, on a maintenant toute une équipe qui gère ça pour nous toute la journée, quoi. À la grande fourchette, ça te coûte combien à peu près cette équipe qui est dédiée aux réseaux sociaux? Ça me coûte combien? Ça te coûte combien, ouais. Rappelle, ils sont combien les deux équipes? On doit être je dirais plus d'une vingtaine de personnes au total. Pour gérer combien de comptes? Alors pour gérer, on a un compte Instagram, un compte TikTok, un compte Twitter, c'est les trois plus grosses plateformes. On poste sur BeReal ensuite, un petit peu sur Snapchat, mais entre la création du contenu, parce qu'on a en gros un studio de création en interne, quoi, plus le posting, le community management, on est je pense entre une quinzaine et une vingtaine, je dirais. T'estimes ça à combien le coût L'investissement dessus? Je vais. Oui, Il a dit Beryl, vous avez pas tiqué. Moi, Tu postes ce qui sur m'a- Beryl? Ouais, on passe sur BeReal. Je m'y suis mis aussi, mais j'ai pas Non, mais beaucoup de gens qui me disent. peut-être qu'un truc qui peut apporter de la valeur Super réseau. Ouais, peut-être un truc qui peut apporter de la valeur à tout le monde ici ou qui en tout cas essaie de créer leur projet, c'est que moi depuis le début je suis un peu convaincu que quasiment tout peut être du contenu. Bien évidemment, il y a le niveau de transparence qu'on veut avoir, le niveau d'authenticité qu'on veut avoir et aussi le niveau d'informalité qu'on veut avoir avec sa communauté. Mais genre par exemple, on teste en ce moment sur TikTok d'être en live H24 juste avec les gens qui bossent et on passe toutes les 5 minutes, on a notre CM qui passe toutes les 5 minutes répondre aux commentaires TikTok, genre comment ça va la team With The New, des questions sur les produits, etc. Parce que justement, on essaye de faire en sorte que les gens viennent interagir avec nous juste en montrant l'équipe qui bosse, parce que t'as des gens qui regardent des streams d'ASMR toute la journée avec juste des sons sympas. Là, c'est des gens qui peut-être veulent réviser un contrôle ou quoi. Enfin, je sais pas, des lycéens qui veulent réviser un contrôle, qui nous voient en train de bosser, qui bossent à côté de nous et qui parfois vont venir nous poser une question. Donc, je saurais pas, estimer le coût. Je vais dire une bêtise. Donc, je pourrais vous revenir sur ça si on a une plateforme pour le faire. Mais en tout cas, on essaie de poster sur tous les réseaux et on essaie de prendre la trend et de voir si ça reste ensuite. Mais en tout cas, BeReal, c'est un truc qu'on kiffe faire et pareil pour les live TikTok, quoi. J'ai pas entendu, t'avais dit Pinterest ou pas? Ou vous l'utilisez pas du tout? Je crois qu'on l'utilise. Il me semble qu'on l'utilise. On a un Ok. compte Pinterest et on répond aux commentaires sur Pinterest, mais on poste pas énormément de contenu dessus. Enfin, c'est pas une de nos main channels. Ok, cool. Et moi, il y avait un truc qui m'a fait tilter, c'est la partie freelance. Mais avant d'y passer, Mister Théo, combien de temps ça te prend Parce que toi, du coup, t'as la partie personal branding et la partie Kudak. Tu crées du contenu sur Kudak? Ouais, je crée le contenu. Alors Combien de moi, temps ça te prend et combien ça te coûte? Est-ce que c'est ROI positif? c'est compliqué comme question. Non, moi ça me prend une journée par semaine en cumulé, je pense. J'ai une demi-journée de tournage, genre une moitié d'une demi-journée d'écriture. Et après, si tu comptes les posts LinkedIn, je pense que c'est 30 minutes par jour. Donc ça prend pas énormément de temps. J'ai pas mal de trucs plus importants à faire. Et donc sur l'équipe aujourd'hui qui gère mon contenu, moi j'ai 5 personnes quand même. Donc j'ai un head of vidéo, 2 monteurs YouTube,
Non, c'est 2 monteurs YouTube, un monteur vertical et une CM. Donc ça c'est pour Kudak C'est et juste Théo pour Lyon. moi. Non, c'est juste pour moi. Ok, c'est que pour toi. Ok. Entre guillemets. Non, Excuse-nous, ils Gary font V, d'autres trucs. Non, et après, il y a mon studio créatif dans lequel il y a 10 personnes, mais du coup, ils servent les clients, donc c'est Ok. pas la même chose. Et je rebondissais sur un truc que tu as dit, David, justement, de cette CM avec qui tu as commencé en freelance et qui est devenu Head of Brand. Head of Brand Content, ouais. Head of Brand Content, très stylé. Évidemment, c'est la thématique de ce soir, vu que c'est sponsorisé par Viver, évidemment qu'on va parler des freelances. À quel point vous déléguez aujourd'hui la partie création de contenu. Donc toi, tu les as en interne ou c'est des freelances? Tout en interne. Tout en interne. Ok. Est-ce que tu bossais avant par des freelances? Est-ce que tu... Non, moi j'ai toujours tout fait en interne. Depuis le début, je sais pas pourquoi. Franchement, peut-être que ça aurait été mieux de passer par des freelances au début, je pense, pour se lancer. Mais non, j'ai toujours. J'ai pas grand chose à te répondre d'autre. Et toi, David? L'ambition, c'est toujours d'avoir le plus de monde en interne possible, de fidéliser les gens, qu'ils aient en gros l'ADN With The New et qu'on puisse les emmener, enfin entre guillemets les emmener avec nous, qu'ils nous apprennent des choses pendant qu'on leur apprend des choses. Maintenant, on bosse avec sur les jobs de monteurs, sur les jobs de cadreurs, monteurs, réels, etc. On a des freelances encore actuellement. Et toi, Céline? Alors nous, on n'a pas du tout de freelance, on a un alternant du coup, et on n'a pas du tout bossé. Enfin, on a des freelances sur par exemple les emails, sur quoi d'autre? Email. Et c'est tout. C'est tout, ouais. Non, juste des freelances sur C'est les toi qui montes tes vidéos? Non, j'ai un monteur vidéo du coup, mais il est en alternance. C'est la même personne qui fait les emails? Hein? C'est la même personne qui fait les emails? Non, c'est une agence du coup qui fait les emails. Ah d'accord, j'ai cru que tu avais dit que c'était un fric qui fait les emails. Pardon, j'ai pas entendu. Et toi, Changy, tu as dit que tu étais toute seule, mais est-ce que tu te fais... Non, très peu freelance sur des OP très ponctuels du style illustrateur pour calendrier de l'Avent ou une vidéo très très spécifique que je sais pas faire, mais c'est très rare. Ok. Ouais, mais c'est intéressant. Du coup, en fait, tu fais appel pour les gros moments de saisonnalité, Noël ou des trucs comme ça. Ouais, un truc où on sait qu'on doit payer quelqu'un de bon, on sait pas le faire nous et je vais chercher quelqu'un. Ouais. Mais c'est oui, une fois par an quoi. Ouais. Et puis peut-être la quantité qui augmente, du coup, de publications, je me doute. Soit corpo, Chanty, soit corpo. Vous augmentez la quantité de publications sur des périodes, en fait. Non. On n'augmente pas Dommage. spécialement. Tant Je vais plutôt dire qu'il y a Essayez, hein. il y a plus des moments où je diminue, mais il n'y a pas forcément de moments où j'augmente spécifiquement. Non. Ouais, moi j'ai un freelance aussi en fait. J'ai Moi aussi, carrément zappé. Ils viennent tous de nous sauver. Merci beaucoup. Oh, les pauvres freelances qui sont oubliés, super. Il y a des fonctions sur lesquelles les freelances, c'est incontournable parce que les mecs ils viennent pas en CDI. Typiquement les miniatures sur YouTube. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, c'est tout ce qui est 3D en fait, nos images 3D sur le site. On n'en a pas besoin H24, on en a c'est besoin ça. juste pour des lancements, donc on prend un freelance. Moi, j'aimerais aborder maintenant la seconde partie de ce titre, l'ère de l'IA, parce que ça a quand même pas mal bouleversé la création de contenu de peut-être vous déjà de vos e-commerce ou de vos brands perso. Sur vous là, sur les 4, qui l'utilise déjà à titre perso pour sa création de contenu? Moi je l'utilise pour être honnête sur les introductions Yes. de mes podcasts. On écrit un script, on le fait lire à une voix. Ton podcast solo? Non, les bruts e-commerce. Vous pourrez aller voir d'ailleurs si vous voulez les 30 premières secondes, c'est une IA qui fait le truc. Donc c'est pas mal. Une IA avec ta voix du coup. Hein. Ouais, et il me semble que le podcast With The News, c'est Ouais. une IA qui fait le truc. Ouais, 100%. Ça fait genre With The News est une 100% marque, parce je sais qu'il pas dit, quoi, il dit What's the New Ouais, à la c'est ça, il place de prononce mal. Jarvis. C'est vrai. Et on peut maintenant le faire dire avec ma voix, donc on a entraîné un truc qui permet de faire ça. On sait pas trop encore comment l'utiliser à part pour. Enfin, mon monteur s'en est servi pour se foutre de ma gueule en interne, mais pour l'instant ça va servir après. Du coup, vu que vous l'utilisez pas, pourquoi, Chanty, de ce côté? Non, nous on est en train de bosser dessus avec un mec pour pousser nos contenus Insta et aller encore plus loin dans les détournements parce qu'on fait beaucoup de détournements biscuits, même de moi de mettre ma tête partout et de le pousser encore plus loin. Même on a un délire qui est né de notre communauté Insta, c'est que dès que les gens voient quelque chose avec une vague qui ressemble à la vague des biscuits, ils disent c'est genre la chanty table, la chanty chaise, j'en sais rien, et de en fait les faire en IA pour les montrer en mode bah voilà on l'a fait plutôt que de juste le dire quoi. Donc on réfléchit à des trucs comme ça sur des lancements, on réfléchit à ce qu'on va faire mais on va faire. Et toi Céline, vous l'avez déjà implémenté, vous testez des trucs? Alors, j'ai déjà testé, mais en fait, le problème, c'est que je trouve que l'IA va vraiment te sortir un truc en mode hyper bien fait. Genre, en fait, pour les cours, c'est parfait. Mais par contre, pour créer du contenu, faire un post LinkedIn, je trouve qu'il n'y a pas l'authenticité. En fait, moi, quand je parle sur LinkedIn, j'écris, je fais attention à mes photos, etc. Mais je vais vraiment écrire comme je parle. Et du coup, en fait, avec l'IA, c'est assez compliqué parce qu'elle va vraiment te parler comme une IA, en fait. Et donc, j'ai testé, mais au final, j'ai fait mon propre truc, quoi. Donc j'espère que l'IA va
aller encore plus loin et va pouvoir ramener les sentiments, les émotions des gens dans le texte. Et là, je l'utiliserai du coup. Il y a un truc sur lequel je peux, qui peut peut-être te guider là-dessus, c'est que, après, c'est pas pour un e-commerce, c'était plus pour un SaaS. Mais en gros, il y a tu vois, sur les parties IA, par exemple, j'ai une chaîne YouTube pour les coachs sportifs avec laquelle je vends mon SaaS. Et sur cette chaîne. Je l'ai déjà utilisé. C'est vrai que c'était sur Jimky en plus. Ça fait plaisir. Et du coup, sur cette application, pour convertir de nouveaux coachs, il y a toute une partie de contenu, j'espère qu'il n'y a pas de coach qui regarde, mais qui sont générés par une IA. En gros, je lui ai donné mes 150 scripts que j'ai déjà écrits, en disant ok, bah, tu vas toi-même me créer un prompt qui va répliquer ce que j'écris. Et en fait, il me récupère le prompt et en fait, j'ai plus qu'à lui donner la thématique, la longueur. Et c'est bluffant parce qu'en fait, il écrit comme moi. Mais parce que je lui ai donné 150 scripts en amont, faire des allers-retours avec lui en espérant qu'il plante pas. Mais il y a moyen de se dire ok, bah, je vais récupérer ta tonalité, ta façon d'écrire pour en faire des scripts vidéo. Est-ce que certains, pour sonder un peu la salle, qui l'utilise déjà pour son business ou ses activités à côté? Ok, grosse partie autre que le chat GPT, autre que la partie textuelle. Ok, genre vidéo, il y a Domino. Et l'autre c'est la partie image, photo, c'est ça? Ok, Photoshop, ouais, exactement. Okay. Je me rappelle au fur et à mesure des trucs, on s'en sert pour autre chose. Il y a un truc pour lequel ça marche très bien, c'est les scripts de review utilisateurs pour les UGC, si jamais vous faites de l'ADS. Comme c'est très standard, c'est toujours les mêmes structures. De toute façon, c'est salut, j'ai reçu le produit, il y a tel truc dedans, c'est stylé pour ça, va sur le site. Tu peux en générer des vingtaines, mais parce qu'en fait, il n'y a pas mille façons d'être créatif sur ce truc. Donc ça marche très bien sur les formats standards. On a écrit pour les tournages, maintenant, on écrit des scripts de pub. Ça marche assez bien. Bah après, il faut toujours repasser, il faut qu'un humain repasse dessus derrière tout le temps. Mais je sais qu'on s'en sert pas mal. Il y a même pas mal de contenu que nous on a proposé sur Flowmoji. On avait lancé à un moment donné des devis de l'emoji. On allait voir les gens dehors avec des emojis pour leur faire deviner un peu à quoi c'est lié. En gros, on mettait un emoji par exemple sneakers, France et shopping pour faire deviner We The New par exemple. Et du coup, c'était l'IA qui générait ça. On lui disait bah, écoute, génère-moi 20 fois 3 emojis pour cibler des boîtes qui sont françaises. Et il nous générait toute la liste et on allait faire notre contenu comme ça. Donc c'était un petit peu triché. Mais justement, tu parles de l'UGC. Avant de revenir à la partie IA, qui d'autre a utilisé l'UGC ici? Tout le monde connaît l'UGC? Ouais. Okay. Oui, non, qui non, je sais pas, on peut l'expliquer. Forcément quelqu'un qui. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que l'UGC, David? Comment est-ce que tu pourrais le décrire? C'est l'User Generated Content. C'est du contenu qui est créé par des users, par tes utilisateurs ou par tes clients. Ça va comme ça. À quoi ça peut ressembler? Ça va comme description. Pour nous, ça peut ressembler à un client qui poste une photo de sa tenue avec sa paire de baskets en disant merci We The New par exemple. Et oui, et du coup pour répondre à la question, oui on l'utilise. On l'utilise maintenant, on le met sur des pages produits. On a un truc qui s'appelle Join Stories qui nous permet sur nos pages produits en fait d'avoir des stories sur lesquelles tu cliques comme une story Instagram et tu vois des clients qui ont acheté la paire et qui ont leur tenue avec, etc. Donc c'est assez cool. On peut demander directement le consentement à nos clients ou aux users qui ont posté le produit et derrière les mettre sur les pages produits. Donc c'est assez useful. Est-ce que du coup t'en payes? Est-ce que tu vas te dire ok, je vais trouver quelqu'un qui fait de l'UGC, lui envoyer une paire et demander à ce qu'il en fasse une pour moi que je pourrais mettre après en pub ou en contenu? Il me semble que oui. On le fait pour de la. Il me semble que oui, on l'a fait pour de la pub. Mais on a la chance, je trouve, d'avoir des feedbacks d'avoir des trucs très organiques. En fait, de l'avoir de l'UGC depuis le début, qui est extrêmement organique. En fait, des gens qui cherchent leur paire depuis ultra longtemps, qui l'ont trouvé sur We The New, qui l'ont reçu et qui en fait nous font un contenu de ouf, organique, mais surtout super authentique, en nous disant ok, bah ça faisait super longtemps que je cherchais cette paire, je l'ai trouvée sur We The New, je l'ai reçue rapidement, j'ai eu des réponses. Je connais tout le business qui est lié à l'UGC. Nous, on a eu beaucoup l'expérience et on a eu la chance, je pense, d'avoir l'expérience de la partie vraiment organique de l'UGC depuis le début, où on a des clients qui, entre guillemets, montent au créneau pour nous et qui nous font du content top avec, en ouvrant leur boîte, en enlevant la carte d'authenticité, enfin voilà, tout le cheminement. Et c'est un truc dont on est non seulement super fier, mais dont on est super content et super reconnaissant de notre audience et de notre communauté depuis le début. Ça, on a déjà fait toi, Tony. Des payants. Alors, payant, non. En fait, ce que je fais, c'est que vu que j'ai une petite sur les réseaux, en perso, je mets juste une story où je dis qui a envie de tester nos nouveaux produits. Et du coup, j'ai plein de personnes qui ont envie de tester gratuitement en recevant. Et je leur fais juste un petit brief en mode bonne lumière, bien s'exprimer, etc. Et puis comme ça, en fait, ça me permet d'avoir de l'UGC bien. Je sélectionne un peu les profils. Voilà. Pour revenir au truc que tu m'avais dit, 3%, moi je parlais des emails. Je suis désolée de. Ouais, je voulais quand même que tu. Des emails, okay. Ouais, pas en vente. Donc désolée, parce que depuis tout à l'heure j'y pense. Ouais.
Non, je sais ça. Oh là là, je vais lancer des bonbons moi aussi. Donc je voulais Il a les pour que- copycats rapidement. pour pas que les gens se disent ça y est en 1 million, ça fait 2 heures que j'y pense, mais il fallait que je le dise. Donc c'était par email juste. Est-ce que tu Je fais ne du pourrais G- pas te dire le taux de conversion malheureusement. Est-ce que toi tu fais du GC payant? Est-ce que tu payes des gens pour dire que Théo il est incroyable? Ah, pas pour dire que t'es incroyable, mais pour les clients, bien sûr, on en fait beaucoup. Ça fait partie des créas que les clients demandent le plus maintenant, en fait, les UGC. Et c'est pas mal parce que ça coûte pas très cher en fait de faire un UGC. Ce qui est difficile, c'est toi, c'est cool que ça marche en gratuit. Ce qui est difficile, c'est d'avoir un contenu qui est exploitable. Donc un truc qui est bien scripté, qui est bien filmé, qui a une bonne lumière. Rien que ça de base, ça retire 90% des gens. Donc ce qui est dur, c'est pour ça que t'as plein de plateformes qui existent aujourd'hui pour en trouver. J'ai cherché un nom. Il y a Yuji qu'on utilise, je crois que l'équipe créa utilise ça, qui marche pas mal et qui coûte pas très cher si tu veux faire pas mal de contenu. Et après, en fait, UGC, ça veut tout et rien dire parce que les gens utilisent UGC aussi parfois pour parler de tournage en fait, qui sont faits avec des utilisateurs, avec des clients. Donc tu peux avoir des UGC plus travaillés, plus scriptés, etc. qui marchent aussi très bien. Et en fait, ça veut tout et rien dire. Ça peut aussi être des photos, c'est pas tout le temps des vidéos. C'est juste du contenu où en fait le but c'est quand la personne la consomme dans son fil d'actualité, elle va pas se dire directement, même si elle va finir par comprendre, elle va pas dire directement ah c'est une marque qui me pousse son truc. Et maintenant c'est même accompagné par des fonctionnalités sur les régies publicitaires. Tu peux faire du Spark Ads sur TikTok, tu as des ads en collaboration sur Meta, donc sur Instagram. Et c'est parce que ça marche quoi. Et toi Chantier, est-ce que t'en fais? Nous, on a beaucoup du GC organique parce que quand tu commandes des biscuits avec ton propre message ou que tu en reçois avec ton prénom, le nom de tes enfants, n'importe quoi, forcément, le premier réflexe, c'est de les poster. Après, que nous, on peut utiliser, c'est pas toujours le cas parce que c'est des photos à l'arrache ou les messages est pas spécialement marrant. Mais par contre, on a beaucoup de gens qui commandent nos biscuits pour créer du contenu. Des boîtes qui font du service ou qui ont un produit pas sexy, pas instagrammable, ils offrent nos biscuits parce que tu as envie de le poster. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, on a bossé avec Frishti. Et à l'époque, quand on avait un gros contrat avec eux, un post sur 4 hashtag Frishti, c'était le biscuit. Parce que quand tu reçois ton Frishti, tu vas pas prendre en photo ton plat, mais le biscuit, il est rigolo, tu le prends, tu postes. Et on a beaucoup eu de commandes comme ça pour créer du contenu grâce au biscuit. J'avoue, c'est un vrai hack la personnalisation. Ah bah moi, tu peux être. UGC. Je t'offre des biscuits avec ton prénom, premier réflexe, et tu le prends en photo. Même si on t'insulte dedans. Encore Justement. plus. Encore plus. Encore plus. J'ai eu qu'une expérience moi avec l'UGC et c'était plutôt bien passé. Donc j'avais commandé, j'avais fait un script du coup en IA que j'ai envoyé à une personne que j'ai payé 200 balles d'ailleurs sur Fiverr et c'était même pas sponsorisé avant, que j'avais envoyé du coup sur la plateforme. Franchement, pas mal. J'avais payé ça 200 balles. Ce qui est pas. Tu payes combien toi d'ailleurs? Ah Ça va tout et rien dire UGC, c'est ce que je vous dis. Quel UGC? De Montre-moi une l'UGC vidéo, je te payant. dis combien ça coûte. D'accord. Je t'enverrai le compte après, tu me diras. Tu me diras si je me suis fait. Mais ça fait partie des créas les moins chers que tu peux proposer en tout cas. Ah, quand tu compares ça à du tournage ou de la 3D ou des trucs comme ça, c'est sûr que c'est très très accessible quoi. C'est pas même être en fait la plupart du temps c'est gratuit en fait. Si t'as vraiment des mais après vous avez vraiment des produits qui sont partageables par construction, c'est-à-dire que t'es tellement content de recevoir le truc que t'as une photo à chaque fois. Mais il y a plein de produits sur lesquels c'est pas du tout le cas et les gens s'en branlent quoi. Excuse-nous d'avoir pris des bons produits. Hein. Il y a, ça me fait penser à un point avant d'aller demander aux personnes de poser des questions. Aujourd'hui, on va parler un peu du futur de l'e-commerce, ce terme qui fait peur mais qui est à la fois stylé. Comment est-ce que vous voyez l'implication et la mise en place de l'IA dans les prochains mois, dans les prochaines années? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut devenir et comment ça peut aider les e-commerçants? Donc ça c'est la phrase un peu philosophique de fin de table ronde, histoire de bien finir dessus. Je suis content parce que j'ai préparé un exemple, donc c'est bon. Réponds pour nous. Pas quelqu'un qui a bossé. Non, mais je sais que, et c'est pas vraiment dans l'e-commerce, mais je vais faire le lien. Spotify viennent de lancer la traduction en gros instantanée et t'as ta C'est voix. monstrueux ça. Voilà, et tu peux écouter C'est un un podcast truc dans n'importe quelle langue, et c'est la voix du podcasteur, juste elle est complètement retranscrite et complètement traduite. De la même manière pour nous notre content. Aujourd'hui, on a un média en plus de notre site e-commerce qui s'appelle le Blueprint et où on parle en gros de tous les sujets liés à la culture urbaine. La frustration, c'est que quand on prend la parole sur le Blueprint et qu'on fait des reels Instagram, bah forcément on parle français. Et demain, on a en gros, nos clients italiens, nos clients allemands, nos clients espagnols, etc. peuvent consommer With the New, mais la partie très transactionnelle, très plateforme sur le site. Mais aujourd'hui, ils peuvent pas ou beaucoup moins ou très peu consommer notre contenu, ou en tout cas notre contenu le plus live, le plus vivant sur notre Instagram ou notre TikTok par exemple. Un truc trop cool, c'est je pense quand ce sera directement dans Instagram où tout le contenu visuel, audio, etc. te sera directement traduit dans ta langue, où tu pourras choisir que ce soit directement traduit dans ta langue. En fait, tu pourras consommer n'importe quel, je sais pas, tu pourras consommer le contenu d'une petite marque allemande par exemple, avec un mec qui te parle en français directement parce que t'as juste mis le paramètre et Instagram te permet de le faire. Donc si ça fait partie
partie du futur, c'est cool. Et en vrai, là, tu as une assez grosse équipe. Du coup, est-ce qu'il y a déjà des gens en interne que tu missionnes sur le fait de tester ces outils-là ou des choses comme ça? Ou c'est peut-être déjà des mecs de l'équipe Brain Content? Ouais, dans l'équipe Brain Content, mais c'est un sujet quoi. En gros, si aujourd'hui on était full ressources budget illimité, probablement que un des recrutements qu'on ferait number one, c'est quelqu'un qui est juste pro de l'IA et des applications de l'IA à notre business et qui nous trouverait en gros toute la journée des applications, des usages ultra pratiques pour faciliter, pour automatiser des trucs chez We The New et pour améliorer des trucs chez We The New grâce à l'IA, je pense. Les amis, le futur de l'IA? Théo, oh là, je sens que Théo, Bon. il a préparé quelque chose. Non, ça m'a fait penser à quelque chose. Parce que du coup, cet après-midi, là, on m'a montré l'outil qui a permis. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qui est devenue un peu virale ces derniers jours de Oussama qui parle japonais. Je sais pas si vous avez vu, c'est une de ses vidéos en français qui est traduite, mais dans un japonais parfait avec la bouche qui bouge, mais impossible de savoir que c'est une IA. C'est vraiment bluffant et ça donne pas mal d'idées. La première application que tu as pour les marques e-commerce, c'est qu'en fait, ça va permettre de scale à l'international des leviers d'acquisition. Le truc qui scale très mal et qui passe pas bien les frontières, c'est l'asset communautaire en fait. Ce truc là, quand tu es en France et que tu vas en Espagne, t'as pas de communauté espagnole, l'Espagne te connaît pas, donc tu dois apprendre à faire du contenu, découvrir ce que veulent les Espagnols, etc. Si là en fait théoriquement tu peux être une marque e-commerce et passer ton temps à faire ton contenu en français et le foutre dans des trucs et ça va pas te prendre 2 fois le temps, ça te prend quand même un peu de temps à réadapter, à reposter, etc. Et tu vas pouvoir en fait quasiment lancer une marque dans plusieurs pays à la fois. Évidemment, je passe toutes les contraintes logistiques, etc. de site internet et tout. Et je pense que ça peut avoir pas mal d'implications là-dessus. Et le truc qui est bluffant avec ce dont tu parlais sur Spotify, c'est que c'est monstre. En fait, un podcast en français demain. Et j'ai pas compris comment est-ce qu'ils l'ont intégré. Est-ce que quand tu postes un truc en français, tu peux appuyer sur un bouton dans Spotify et il est dispo dans plusieurs pays, ou est-ce que c'est un outil? Je sais même pas si c'est live ou si Ouais, ça a C'est juste pas été encore annoncé. implémenté, ouais. Mais vraisemblablement, si tu as ton iPhone en allemand, je sais pas, c'est en anglais, tu peux écouter ton podcast. Je sais pas si tu as un podcast ou si c'est juste YouTube. Ouais, T'as un podcast? Ok, très bien, énervé. On peut écouter ton podcast. On peut écouter ton podcast en anglais. J'imagine que c'est comme ça, mais je pense pas que ce soit live encore. Ils l'ont fait que sur les big ones. Là. Ils ont fait des tests sur les plus grands pour t'attraper. Je suis un tout petit. Je dis pas ça, mais si on compare les écoutes de ceux qu'ils ont sélectionnés, peut-être. C'est vrai. Et toi, Chandy, c'est quoi un peu le futur pour toi dans l'e-commerce? À quel point l'IA va transformer l'industrie? Comment ça va se passer? C'est vrai que l'internationalisation, forcément, ça aide dans tous les sens. Surtout que nous, on joue sur les mots, dans les packaging, les produits, etc. Donc, pour basculer d'une langue à l'autre, beaucoup plus facile. Après, la question que je me pose, c'est si tout le monde a accès à un contenu de ultra top qualité au même niveau hyper facilement, c'est comment tu te démarques justement envahi dans un super contenu pareil, du même niveau, quoi. Donc c'est comment tu fais la différence, qu'est-ce que les gens recherchent, etc. C'est plus ça, moi, ma T'as déjà réflexion. testé Chanty en espagnol ou en japonais? Ah oui, on a des commandes en plein de langues, mais on n'a pas ouvert un pays comme ça. On a déjà encore plein de gens qui nous connaissent pas en France. Sur ton contenu, tu l'as déjà fait? T'as déjà fait une vidéo de toi où tu parles japonais? Non, mais du coup, j'ai très envie. Céline, de ton côté? Alors moi perso, moi ça me fait un peu peur l'IA parce que je me dis mais jusqu'où on va aller et où est la réalité dans tout ça. Après, je suis pas du tout contre et je pense que ça va faire évoluer énormément de choses et forcément il y a 10 ans c'était pas comme ça et aujourd'hui on en est là. Peut-être que les gens avaient peur aussi et aujourd'hui on est très bien. Mais j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'avoue, je préfère pour l'instant me concentrer sur moi, créer mon propre contenu et puis je verrai au moment venu où j'aurai peut-être une plateforme qui pourra m'aider et me faire gagner du temps, quoi. Je suis pas contre, mais je suis pas à 100% pour non plus. Ouais, vas-y David. J'allais rebondir sur ce truc-là parce que je pense que c'est un peu important et c'est probablement un truc que tout le monde vit en ce moment quand on va sur, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, probablement sur Twitter+. Ouais, sur X, excuse-moi. Je pense qu'on a tous la FOMO de pas faire suffisamment de trucs en IA parce que tous les posts qui pop en ce moment c'est que des trucs de mecs qui disent ok en fait si tu fais pas toute ta vie GPT assisted et que tous tes trucs sont pas et que la moitié de ton travail de la journée ou la moitié de tes heures passées de la journée elles sont pas sur l'IA, bah tu fails et tu fais pas bien. Je pense que dans la réalité c'est un tout petit peu différent. On a tous déjà nos initiatives perso, on a probablement une partie de la salle à son business où on est en train de créer des choses. L'énergie que ça demande de passer de 0 à 1, elle est
énorme et généralement on est seul ou quasi seul et on a une expérience qui est limitée et je pense que même à notre niveau, alors que maintenant on a plus de 100 personnes dans l'équipe et qu'on pourrait recruter quelqu'un, même moi je ressens une tonne de FOMO quoi. À chaque fois que je me balade sur les réseaux, je me dis putain merde, je suis pas encore sur ChatGPT, je fais pas encore toute ma vie avec ChatGPT, j'ai pas encore mon agenda qui est automatisé, j'ai pas encore tous mes mails qui sont rédigés et répondus par de l'IA et je pense que ça peut faire un petit peu peur dans juste l'investissement que ça demande et on peut se demander genre ok par où je dois commencer pour vraiment l'utiliser et du coup je relate un peu à ce truc là quoi. C'est quand on est maxi focus sur son business, c'est un petit peu difficile de défocus pour aller chercher d'autres choses, mais en effet pour l'impact que ça peut avoir, je pense que ça vaut le coup qu'on se plonge tous un petit peu ou qu'on prenne tous un petit peu de temps pour regarder les applications les plus pratiques que ça peut avoir sur les choses qu'on fait au quotidien, parce qu'en effet ça peut les automatiser pas mal et ça peut nous faire gagner je pense beaucoup de temps et derrière créer plus de temps disponible. Tu le verrais lui sur le FOMO tous les matins, il va ça te dirait pas de lancer Flomodia espagnol, Flomodia Japon tous les jours. Ouais, moi je suis team FOMO. En vrai je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui se ressentent un peu dans ce truc de je l'utilise pas assez, j'ai envie de faire plus, levez la main, me laissez pas tout seul, qui est FOMO, team FOMO avec moi. Ouais, c'est vrai, mais je te rejoins à 3000. Il faut pas que ça vous flingue, il faut pas se dire ok, je l'ai pas assez. Totalement. Je veux Flomodia en japonais. Oussama l'a fait, je le ferai. Non, mais c'est vrai. Et là, franchement, même sans comparaison, tu vois, c'est les possibilités. Tu vois des vidéos d'usage et des trucs comme ça, et tu te dis, mais punaise, je peux faire des trucs de fou avec. Encore plus nous qui créons beaucoup de contenu, donc avec tous les trucs de Spotify, Gen et tout ça qu'on peut faire. Mais évidemment, il y a des choses qui sont des fois bien plus importantes dans la réalité, et j'y mets pas assez de temps. Et franchement, je me tue pas dessus, même si j'ai gros FOMO, team FOMO. Justement, en fait, là en ce moment, il y a justement cette fame autour de l'IA, hein. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le titre, hein. C'est pour ça qu'on vous a alpagué avec. C'est parce qu'en fait, il y a de plus en plus de boîtes qui veulent s'y mettre, de plus en plus de personnes qui veulent commencer à se mettre à l'IA. Et comme tu l'as dit, David, tu ouvres Twitter, tu vois des threads. Si tu n'utilises pas l'IA, ton business est en train de mourir. Ok, d'accord. Pour 8 raisons. Et après, on traite les 8 raisons. Et à la fin, il te dit tiens, tu as ma formation pour commencer l'IA, évidemment. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, il y a de plus en plus de plateformes qui s'y mettent. Et ce que je pense, personnellement, ce que nous, on va tester dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est du coup, il y a de plus en plus de personnes qui se spécialisent dans l'IA. Combien de personnes maintenant vous voyez sur LinkedIn, spécialistes ChatGPT, spécialistes Midjourney, ce que vous voulez. Mais du coup, c'est des gens qui commencent à se mettre de plus en plus en indépendant. Et je pense qu'il y a un hack à faire, c'est d'aller leur demander un prompt. Ces gens-là, tu leur dis, écoute, voilà ce que j'ai. Est-ce que tu es chaud de me faire un prompt parce que j'ai envie de générer... Après, je ne l'ai pas fait sur les miniatures encore, j'ai testé une fois sur les miniatures, c'était pas ouf. Peut-être que ça changera, je pense à toi parce que tu parlais de miniatures tout à l'heure. Mais de demander par exemple un prompt entier pour générer des images, pour les événements par exemple, pour générer des scripts pour nos prochaines vidéos. Parce qu'une fois que tu as le prompt, après tu peux t'amuser comme tu veux, et ça tombe bien, je connais une très bonne plateforme qui sait le faire. Mais bref, en tout cas, il y a pas mal de choses à faire dessus, il y a pas mal d'éléments à aller chercher. L'IA, je pense que comme tu l'as dit, c'est juste le 0 à 1 qui fait un peu flipper, mais je pense qu'il y a moyen de faire de très très belles choses avec, si on trouve le temps de le faire et si justement on trouve quelques bonnes personnes qui sont prêtes à nous aider. Est-ce que chacun voulait ajouter un dernier mot que j'ai peut-être oublié, une question qu'on n'a pas posée, un sujet sur lequel vous voulez prendre la parole? Il a bougé juste ici, vas-y Théo, dis-moi. Trop tard, t'as bougé. Je me suis replacé. Rien à rajouter, c'était parfait? Non, c'était très bien, merci beaucoup. Très cool. Rien à rajouter, c'était parfait. Avant de passer au... Ah, David. Non, David, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi tout. Non, je pense que le format... Enfin, il y a beaucoup de monde, donc le format est trop cool si on peut... Et je pense qu'il y a un moment pour les Q&A, mais c'est trop... Voilà, parfait, énervé. Si on peut avoir des questions et discuter avec tout le monde, c'est le plus cool, je pense. Avant de passer aux questions-réponses, un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour les personnes autour de la table.